Lubbock doit être à environ 5 heures de route de Dallas. C'est une ville universitaire. Tout le monde se connaît dans le coin. Un livreur a déjà commencé sa journée de travail. Il fait un arrêt dans une supérette ouverte 24 heures sur 24. Le livreur arrive et ne voit personne. Alors il décide d'aller jeter un œil. Mais lorsqu'il regarde derrière le comptoir, l'homme y découvre un bain de sang. Il commence par examiner la femme étendue derrière le comptoir. On lui a tiré dessus. Il y avait du sang partout. La victime était manifestement décédée. Le livreur appelle aussitôt les secours. Les enquêteurs de la brigade criminelle arrivent sur place quelques minutes plus tard. L'homme qui les a appelés est là. Il les attend devant la supérette. Les premiers intervenants s'organisent. L'un des policiers reste auprès du livreur, tandis que ses collègues pénètrent à l'intérieur du magasin. C'était un endroit très fréquenté, à part au lever du jour, quand les rues sont vides. À l'intérieur, il régnait un silence surnaturel. Les secours confirment rapidement le décès. La victime semble n'avoir reçu qu'une seule balle à la gorge. Cet homicide ressemblait à un braquage qui aurait mal tourné. Ils avaient pris des paquets de cigarettes, des friandises et d'autres trucs du même genre. La caisse enregistreuse n'a pas été ouverte. Tout indique que le ou les tueurs sont repartis sans prendre d'argent. Mais qui irait jusqu'à commettre un meurtre pour des friandises et des cigarettes? Et pourquoi? C'était un crime absurde. Perdre la vie pour quelque chose d'aussi insignifiant, ça rendait les choses encore plus tragiques. La police va bientôt découvrir que cette affaire tourne autour d'une jeune fille influençable qui a mis de côté son propre intérêt par amour pour un homme. Victoria Harris a 17 ans. Elle vit à Weatherford, au Texas, dans une famille unie qui l'aime tendrement. Victoria avait toujours le sourire aux lèvres. Elle n'avait pas peur de se montrer telle qu'elle était, même quand elle échouait. Et quand quelque chose lui tenait à cœur, elle ne renonçait jamais. Victoria a placé la barre très haut pour ses frères et sœurs. Petite, c'était une élève très studieuse. Elle n'avait que des bonnes notes. C'était une enfant modèle, une fille sérieuse. L'adolescente semble promise à un bel avenir et ses parents se montrent exigeants. On était intransigeants concernant le respect des règles. Après l'école, les enfants faisaient leurs devoirs et s'acquittaient des tâches ménagères. Mes parents accordaient beaucoup d'importance aux études, parce qu'eux-mêmes en avaient été privés. Ils étaient très stricts. Mais en terminale, Victoria n'a plus envie de jouer les petites filles modèles. Elle commence à se rebeller contre ses parents. Mes amis sortaient. Ils s'amusaient et faisaient des choses qui nous étaient interdites. Victoria a commencé à tester les limites et à enfreindre les règles. Elle devenait complètement incontrôlable. Ses parents finissent par l'envoyer vivre chez sa grand-mère à Lubbock, à 3 heures de route de là, pour l'éloigner des mauvaises fréquentations. Ma belle-mère nous a dit « Je pense que Victoria serait mieux à Lubbock avec moi. » Nous, on ne savait plus par quel bout la prendre. On a décidé de l'envoyer là-bas et de laisser faire sa grand-mère. Victoria et moi, nous étions très proches. Ils se sont dit que les choses se passeraient peut-être un peu mieux avec moi, parce qu'elle m'aimait énormément. Très vite, la jeune fille semble rentrer dans le droit chemin. Tout allait bien. Elle a presque tout de suite trouvé du boulot. Elle travaillait à mi-temps dans un restaurant. Victoria a mis fin à sa rébellion adolescente, mais elle se sent très seule, loin de ses anciens amis. J'étais isolée à Lubbock. La seule personne qui tenait vraiment à moi, c'était ma grand-mère. Tout va changer après sa rencontre avec le séduisant Raymond Jackson.
Ils se rencontrent au restaurant. Raymond la voit, il la trouve jolie et commence à flirter. La première fois que je l'ai vu, j'ai fait « Ok, il est charmant ». C'était un plaisir pour les yeux. Il était canon. Quand elle l'a rencontré, elle s'est dit « Il est vraiment trop mignon ». Elle m'a toujours dit qu'il était craquant. Il m'a demandé mon numéro. J'avais pas l'intention de le lui donner, mais il a tellement insisté que j'ai fini par céder. Dans les jours qui suivent, Victoria et Raymond passent tout leur temps libre ensemble. C'est le début d'une grande amitié. Nos premières conversations étaient incroyables. Il m'écoutait. Il s'intéressait à mes idées et à mes opinions. Je crois que ce qui me plaisait le plus chez lui, c'est qu'il n'essayait pas de me draguer. On ne faisait que discuter. C'est devenu un ami, mon seul ami. J'avais pas d'amis à Lubbock. Il est devenu mon confident, et bien plus encore. Il me donnait quelque chose qui m'avait toujours manqué. Au bout de quelques semaines, l'amitié cède rapidement la place à la passion. Victoria était très amoureuse de Raymond. Chez les adolescents, il n'y a pas de demi-mesure. Et Victoria voulait lui prouver son amour. Elle voulait s'engager. Elle était red dingue de lui. On s'aimait. J'avais vraiment l'impression que Ray était mon âme sœur. Et au bout du compte, je me suis entièrement donnée à lui. Raymond n'a pas eu une vie facile. Mais pour Victoria, ce passé tumultueux le rend encore plus attachant. Il avait grandi dans la rue, livré à lui-même depuis l'âge de 12 ans. Aux alentours de 15 ans, il a purgé une peine dans une prison pour mineurs. Plus il s'ouvrait à moi au sujet des magouilles qu'il avait dû faire pour survivre dans la rue, et plus je voulais l'aimer et être là pour lui. Victoria s'est sans doute mis en tête qu'elle allait sauver Raymond. Lui, c'est un mauvais garçon et moi, je suis une fille sérieuse, je ne fais pas de bêtises. Elle recommence à braver les interdits pour pouvoir passer tout son temps avec lui. Victoria et Raymond faisaient preuve d'imagination pour se voir le plus souvent possible. Ma grand-mère n'approuvait pas. Mais c'était Ray. Je voulais rien entendre. Dès que sa grand-mère partait se coucher, Victoria ouvrait la porte à Raymond. Il habitait pratiquement là-bas. Victoria estime que Raymond l'a sauvée de la solitude. Et même s'il est parfois un peu brusque, il lui apporte exactement ce qu'elle recherche. Mais cet amour va bientôt être mis à l'épreuve, repoussant la jeune fille dans ses derniers retranchements. Victoria a toujours été attirée par les mauvais garçons. Mon père me disait toujours, « Victoria, tu es qui tu fréquentes. » Quand j'y repense aujourd'hui, je me dis que c'est ce qui m'est arrivé avec Ray. 3 août 2004. La police de Lubbock intervient dans une supérette où une employée a été tuée. On avait été appelé pour un homicide par arme à feu. La victime s'appelle Patricia Garcia. Elle est âgée de 47 ans. Lorsqu'ils appellent ses proches pour leur apprendre la terrible nouvelle, les enquêteurs découvrent qu'elle avait 4 enfants et 5 petits-enfants. Ils étaient effondrés. Tout le monde décrivait Patricia comme quelqu'un de gentil et d'attentionné. Elle travaillait de nuit pour nourrir sa famille et essayait de joindre les deux bouts. Très vite, les policiers repèrent une caméra de vidéosurveillance située juste au-dessus de la scène de crime. Nous avons aussitôt entrepris de récupérer la bande pour voir ce qu'il y avait dessus. L'enquête va révéler une affaire beaucoup plus complexe qu'un simple braquage qui aurait mal tourné. On a fini par comprendre que cette affaire était liée à une histoire d'amour. Une loyauté mal placée peut s'avérer très dangereuse. La jeune Victoria Harris est tombée amoureuse d'un séduisant voyou âgé de 18 ans, Raymond Jackson. J'imagine que c'était son premier amour. Elle était folle de ce garçon, elle aimait son style.
Raymond avait commencé à mal tourner à un très jeune âge. Il vivait dans la rue. Victoria ne s'intéresse pas au passé de Raymond. Elle ne pense qu'à leur avenir. J'avais fait de lui tout mon univers. C'est sur lui que je me reposais. C'est de lui que je dépendais. Elle est loin d'imaginer que ce dévouement aveugle va la conduire à sa perte. C'était toxique. Mais je l'aimais sincèrement. En août 2004, la police de Lubbock enquête sur le meurtre de Patricia Garcia, abattue peu avant l'aube dans la supérette où elle travaillait. Le système de vidéosurveillance montrera peut-être qui a pressé la détente. J'ai vu beaucoup d'affaires résolues dans les 24 heures grâce à ces caméras. Dès le lendemain, les enquêteurs récupèrent la bande et la visionnent au poste de police. Sur les images, le magasin est vide. Soudain, la porte s'ouvre et deux agresseurs dissimulés par des capuches et des bandanas entrent armés d'un fusil à pompe. On les voit s'approcher du comptoir où aurait dû se trouver l'employé. Il y a un mouvement, un coup de feu, et on les voit sortir en courant. Ça nous a confirmé qu'il s'agissait bien d'un braquage qui avait mal tourné. La vidéo ne révèle presque rien sur l'identité des meurtriers, mais un détail attire l'attention de Doug Sutton. L'un d'entre eux portait une sorte de sac à main. Un sac de forme ovale facilement identifiable. Il était assez particulier. Je l'ai tout de suite remarqué. Je me suis dit, peut-être que je le reverrai un jour quelque part. Les autorités diffusent la vidéo en promettant 25 000 $ de récompense pour toute information qui permettra de résoudre l'affaire. Tous les gens qui pensaient avoir identifié un suspect ont commencé à nous appeler. La plupart de ces pistes ne mènent nulle part. Mais 5 mois plus tard, la police reçoit un appel anonyme qui va peut-être enfin la conduire jusqu'au coupable. On a eu un tuyau très prometteur. Notre suspect est un certain Raymond Jackson. Quelqu'un l'avait entendu dire des choses dans une fête. D'après l'informateur, Raymond aurait tenu ce soir-là des propos pour le moins inquiétants. Raymond racontait à tout le monde comment il avait tué quelqu'un dans une supérette. Il voulait braquer le magasin, l'employé avait surgi en hurlant, le coup était parti et il l'avait tué. L'informateur a dit que Raymond ne semblait éprouver aucun remords. Lorsqu'ils entendent ce nom, les enquêteurs comprennent à qui ils ont affaire. Raymond Jackson était déjà bien connu des services de police. Il avait une réputation de dur à cuire. Il ne fallait pas lui chercher des crosses. Après avoir raccroché, les policiers découvrent que Raymond Jackson a un casier et qu'il est déjà dans le système informatique. Ils comparent alors le tireur sur la vidéo aux photos de l'identité judiciaire. Un bandana dissimulait le visage du tireur, mais il faisait la même taille et la même corpulence que Raymond. Le suspect est aussitôt interpellé pour être interrogé au poste. Il apparaît très vite qu'il ne prend pas la situation au sérieux. La première fois qu'on a entendu Raymond Jackson, il était très nonchalant, très désinvolte, l'air de s'ennuyer, à tel point que j'ai trouvé ça louche. Les enquêteurs lui parlent du meurtre. Il a nié toute implication. Il n'a pas fourni d'aveu ni aucun indice supplémentaire. Faute de preuves solides, la police est obligée de relâcher Raymond. C'est dur de relâcher quelqu'un qu'on sait presque certainement coupable. Les enquêteurs se remettent au travail. Ils sont convaincus de tenir le tueur, mais ils savent que Raymond n'a pas agi seul. Il y avait un autre homme pendant le braquage. Et ils soupçonnaient un troisième complice d'avoir joué les chauffeurs. En fouillant son compte sur les réseaux sociaux, ils découvrent que Raymond a une petite amie, une adolescente nommée Victoria Harris. Le nom de Victoria est sorti. Il était associé à celui de Raymond parce qu'ils étaient en couple. Ils rendent visite à la jeune fille chez sa grand-mère. La première fois que j'ai vu Victoria Harris, je l'ai trouvée polie et respectueuse. Sa relation avec Raymond Jackson nous a étonnés. C'était plutôt une fille sérieuse. Les policiers lui expliquent qu'ils ne sont pas là pour l'arrêter, mais pour obtenir des informations.
On a joué carte sur table. On lui a dit que Raymond était un suspect dans notre affaire et qu'il risquait la peine de mort. Elle a affirmé que Raymond n'avait rien à voir avec cette histoire et qu'il était avec elle cette nuit-là. Selon elle, Raymond serait incapable de commettre un meurtre. Mais Doug Sutton aperçoit quelque chose dans la pièce qui lui confirme qu'ils sont sur la bonne voie. En regardant sur le côté, j'ai vu un sac de forme ovale. J'ai aussitôt reconnu celui de la vidéo. Il avertit alors discrètement son partenaire. Je lui ai fait un signe de tête, il s'est retourné et il a vu la même chose. Les deux hommes interrogent Victoria au sujet du sac. Elle dit que c'est un cadeau et qu'elle ne sait rien concernant le braquage. Victoria s'efforçait de rester impassible et de garder son calme, mais on savait très bien qu'elle nous mentait. Je ne voulais pas assumer. J'essayais de ne rien dire, mais j'étais terrifiée. Victoria en sait manifestement plus qu'elle ne le dit. Mais jusqu'où ira-t-elle pour protéger son homme? Il voyait bien qu'elle essayait de couvrir son petit ami. Aux yeux de Victoria, rien ne comptait plus que sa relation avec Raymond. C'est ce qui comptait le plus à ses yeux. Elle était prête à tout pour la protéger. La vie de Victoria a changé, brutalement. Janvier 2005, 5 mois après le braquage qui a coûté la vie à Patricia Garcia, les policiers chargés de l'enquête interrogent Victoria Harris au sujet de son petit ami Raymond Jackson. Malgré ses dénégations, il repère un sac à main qui semble identique à celui des images de vidéosurveillance. On lui a demandé d'où il venait et comment elle se l'était procuré. Victoria répond qu'il s'agit d'un cadeau. Les deux hommes ne sont pas convaincus. Mais ils ne peuvent pas saisir le sac. On est aussitôt allé chercher une commission rogatoire pour faire une perquisition. Mais le temps qu'on revienne, le sac n'était plus là. Il avait disparu. Désormais, il ne fait plus aucun doute que Raymond et Victoria sont tous les deux impliqués dans le braquage. Au cours des 2 mois qui suivent, d'autres témoins anonymes disent avoir entendu Raymond se vanter du meurtre. On a pu monter un dossier à partir de ces témoignages qui rapportaient directement les propos tenus par Raymond Jackson. Et on a obtenu un mandat d'arrêt contre lui et contre Victoria. Le 9 mars 2005, 2 mois après leur première audition par la police, Victoria et Raymond sont arrêtés. Victoria avait 18 ans à l'époque. Elle pensait que tout finirait bien, comme dans les contes de fées. La réalité l'a rattrapée quand elle s'est fait arrêter. J'avais perdu ma propre identité. Je ne savais plus qui était Victoria. Toute ma vie était partie en fumée. La nouvelle de son arrestation fait à sa famille l'effet d'une bombe. Je n'arrivais pas à y croire. Non, pas ma fille, ce n'est pas possible. C'est très dur d'investir toute cette énergie dans l'éducation d'un enfant et de découvrir qu'il ne suit pas le chemin qu'on lui a tracé. Quand Victoria est partie vivre chez sa grand-mère, on ne savait plus quoi faire. Alors quand on a appris qu'elle était soupçonnée d'avoir participé à un braquage, on s'est retrouvés complètement désemparés. J'ai senti un frisson me parcourir, depuis le sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds, quand j'ai appris qu'ils avaient été arrêtés. Au poste de police, les enquêteurs interrogent d'abord Raymond. Lors de cette deuxième audition, il était toujours dans le déni. Il nous parlait de son amour pour Victoria. Mais à un moment donné, il y a eu un signe révélateur. On a compris qu'il était sur le point de craquer. Raymond a demandé à parler à Victoria en privé. Il a dit qu'après, il pourrait tout expliquer. Le couple est autorisé à s'entretenir quelques instants sous étroite surveillance. On a laissé Victoria entrer pour lui parler. Elle s'est assise à côté de lui et ils se sont tenus la main pendant 1 minute.
Ils étaient tous les deux en larmes. Ils n'arrêtaient pas de pleurer. Bien que Raymond n'ait exprimé aucun remords, il semble sincèrement désolé d'avoir entraîné Victoria dans cette histoire. Il m'aimait. Il y avait quelque chose de vulnérable chez Ray. Quelque chose qu'il ne montrait à personne d'autre. Victoria encourage Raymond à tout avouer. Elle l'aimait encore. Elle voulait à tout prix lui éviter la peine de mort. J'arriverai peut-être à lui faire entendre raison, à trouver un moyen de l'aider. Raymond dit à Victoria qu'il ne veut plus rien dissimuler. Elle l'encourage et lui répond « Dis la vérité ». Après cet échange avec Victoria, le jeune homme se dit prêt à parler. Raymond a décidé de se mettre à table. On s'est assis et il nous a raconté comment ça s'était passé. Il avoue avoir braqué la supérette le 3 août 2004. Mais d'après lui, le meurtre de Patricia Garcia ne faisait pas partie du plan. Il n'arrête pas de le répéter. Il est catégorique. C'était un accident. Il admet être allé à la supérette avec Victoria et son cousin Richie dans l'intention de cambrioler le magasin. On a identifié un troisième suspect qui était encore mineur à l'époque des faits. Raymond entre dans la supérette avec Richie en laissant Victoria faire le guet dans la voiture. Mais à l'intérieur, rien ne se passe comme prévu. Patricia Garcia est dans l'arrière-boutique. En entendant du bruit, elle revient dans le magasin, découvre Raymond et Richie et pousse un cri. Raymond dit avoir appuyé sur la détente sous l'effet de la surprise. Affolés, les deux garçons s'enfuient sans même prendre le temps de vider la caisse. Le mineur était en panique. Raymond a simplement dit « J'ai peut-être bien tué la caissière sans le faire exprès. » Ce sont ses propres mots. « Peut-être bien. » Victoria s'est écriée « Quoi ?» Et il lui a dit « Démarre, on s'en va. » Victoria s'exécute. Elle a dû avoir très peur en apprenant ça. Mais elle était amoureuse. Elle ne voulait pas que Raymond ait des ennuis. Je crois qu'elle était tellement aveuglée par l'amour qu'elle était prête à faire tout ce qu'il lui demandait. Raymond insiste pour dédouaner Victoria et assumer l'entière responsabilité du meurtre. Il soutenait qu'elle avait juste servi de chauffeur. Il la protégeait parce qu'il ne voulait pas qu'elle aille en prison. Après les aveux de Raymond, les enquêteurs veulent entendre la version de Victoria. Mais il leur apparaît très vite que l'adolescente ne mesure absolument pas la gravité de ses actes. Le chauffeur est aussi coupable que la personne qui presse la détente. Je n'imaginais pas que Ray puisse m'attirer des ennuis. Je l'ai appris à mes dépens et je le regrette amèrement. 9 mars 2005, Lubbock, Texas. Raymond Jackson, 18 ans, avoue avoir abattu Patricia Garcia dans la supérette où elle travaillait. Mais d'après lui, c'était un accident. La police interroge à présent sa petite amie, soupçonnée d'avoir joué les chauffeurs. Tout le monde la décrivait comme une fille sérieuse. Elle ne savait pas où elle mettait les pieds avec Raymond. Le récit de Victoria Harris corrobore celui de son petit copain. Mais les enquêteurs ont la nette impression qu'elle sous-estime sa culpabilité. Elle était encore très naïve. Elle n'a peut-être pas compris que cette affaire pouvait lui valoir une condamnation pour meurtre. Elle a coopéré pour lui éviter la peine capitale. Victoria raconte aux policiers sa rencontre avec Raymond et ses projets d'avenir avec lui. Elle voulait l'aider à sortir de la rue et passer le reste de sa vie avec lui. Ray et moi, on envisageait de se marier. C'était très sérieux et j'étais d'accord, alors j'ai dit oui. On s'aimait. J'avais vraiment l'impression que c'était mon âme sœur. Mais leurs projets ne font pas long feu. Raymond s'avère incapable de conserver un travail honnête. Face aux difficultés, on a tendance à se replier sur ce qu'on connaît déjà. Et lui, c'était la rue qu'il connaissait. C'était la survie. Tout ce qui compte pour Victoria, c'est d'être avec Raymond. Je lui disais,
Je pourrais laisser tomber mes études pour être avec toi, pour qu'on puisse avoir plus de temps ensemble. Elle se disait « Je veux être avec lui quoi qu'il en coûte ». Elle ne se fixait aucune limite. 2 semaines avant le braquage, Raymond et Victoria volent un fusil à pompe dans un pick-up. Ils ont repéré un fusil et des munitions à l'intérieur d'un pick-up. Alors Raymond a forcé le véhicule et il a volé l'arme. Une fois en possession de l'arme, Raymond propose de braquer une supérette. Ils voulaient refaire leur vie ensemble. Mais pour ça, il fallait de l'argent. Et la seule façon de s'en procurer, à leurs yeux, c'était de le voler. J'avais du mal à comprendre qu'il puisse faire ça pour l'argent. Mais je l'acceptais parce que c'était lui. Ray faisait toujours exactement ce qu'il voulait, quand il voulait. Victoria se sentait indissociablement liée à Raymond. Elle se disait « Je dois tout faire pour le soutenir, parce que sinon je risque de le perdre. » Je ne vivais que pour Ray. Il était tout pour moi. Plus rien d'autre n'avait d'importance. Il était l'objet de toutes mes pensées. Victoria est censée faire le guet et conduire la voiture. Mais Raymond dit qu'ils vont avoir besoin d'une 3e personne. L'adolescente met son jeune cousin Richie sur le coup. Elle en a parlé à son cousin de 12 ans, parce que d'une certaine manière, elle ne pensait pas à mal. Elle aurait fait n'importe quoi pour Raymond. D'après elle, il n'aurait jamais dû y avoir de blessés. Victoria a dit que l'arme ne devait pas être chargée. À l'aube du 3 août 2004, la jeune fille prend la voiture de sa grand-mère pour conduire Raymond et son cousin Richie jusqu'à la supérette. Son rôle s'est limité à prendre la voiture de sa grand-mère et à la conduire. Une fois la voiture garée sur le parking, Victoria donne son sac à Raymond pour y mettre le butin du braquage. Les 2 garçons se nouent un bandana sur la figure et se préparent à entrer. Raymond est armé du fusil à pompe. Victoria croit que l'arme n'est pas chargée, qu'elle a juste un rôle dissuasif. Mais elle va bientôt découvrir que son homme n'a pas été entièrement honnête avec elle. Toute sa vie est sur le point de basculer. Parfois, il m'écoutait, mais pas toujours. Avec Ray, il n'y avait pas de limite. Mars 2005, Lubbock, Texas. La police interroge Victoria Harris, une jeune fille de 18 ans soupçonnée d'avoir servi de chauffeur au meurtrier de Patricia Garcia. Elle était censée rester dans la voiture pendant que Raymond et son cousin braquaient la supérette. D'après elle, il ne devait pas y avoir de blessés. Victoria lui a dit « Si tu tiens à prendre le fusil pour faire peur à la caissière, retire les balles. » Il n'a pas écouté. Parfois, il m'écoutait, mais pas toujours. Avec Ray, il n'y avait pas de limite. Ça pouvait vite dégénérer. Elle entend un coup de feu et voit ensuite Raymond et Richie sortir en courant, les mains presque vides. Ils ne sont pas restés à l'intérieur plus de 30 secondes. Il a dit « Je lui ai tiré dessus, je lui ai tiré dessus. » « Tu as fait quoi ?»« Je lui ai tiré dessus, je te dis. » Et elle « Mais je croyais que le fusil n'était pas chargé. » Il a répondu « J'avais peur qu'ils aient un flingue, alors je l'ai chargé. » Raymond ordonne à Victoria de démarrer. La vie de Victoria a brusquement basculé après le meurtre. Quand il est revenu dans la voiture avec elle et qu'il lui a raconté ce qui s'était passé, elle savait que c'était mal. Elle était terrifiée, mais elle se disait aussi « Je ne peux pas le lâcher. » Je l'ai regardé en pensant « Je suis mouillée jusqu'au cou. Comment je vais m'en sortir ?» Je savais que j'avais pas été élevée comme ça. Victoria fait un choix. Elle appuie sur l'accélérateur et quitte les lieux. Elle était prête à tous les sacrifices, à jouer les chauffeurs, à commettre des délits avec lui, à faire tout ce qu'il faudrait pour rester avec lui. 2 jours plus tard, la jeune fille aide Raymond à se débarrasser de l'arme. Elle l'a conduit au bord d'un lac en pleine nuit et il l'a jeté dans l'eau. Victoria savait qu'un meurtre avait été commis alors qu'elle faisait le guet.
Mais elle a choisi de cacher l'arme parce que son propre intérêt passait en second. Après avoir entendu le récit de Victoria, il est évident pour les enquêteurs qu'elle ne mesure pas la gravité de ses actes. Elle a participé aux préparatifs. Elle a conduit la voiture. Elle savait pour l'employer et elle a aidé à se débarrasser de l'arme. Aux yeux de la loi, le simple fait d'avoir conduit la voiture la considère tout aussi coupable que si elle avait pressé la détente. Victoria Harris et Raymond Jackson sont tous les deux mis en examen pour meurtre. Le lendemain, le cousin de Victoria, Richie, est inculpé sous le même chef d'accusation. Tout ça n'avait aucun sens. Je ne pouvais pas en croire mes oreilles. C'est une blague ou quoi? Donc maintenant, c'est non seulement ma sœur, mais aussi mon cousin? Ce n'est pas tous les jours qu'on arrête un collégien pour meurtre. Je ne voyais pas un gamin de son âge faire quelque chose comme ça. Il était très jeune, et je suis convaincue que sa peur a eu raison de lui ce soir-là. À l'approche du procès, les enquêteurs s'efforcent de réunir un maximum d'éléments pour consolider le dossier. Ils commencent par le sac à main. Victoria avait reconnu qu'il s'agissait bien de son sac à main, et il apparaissait sur les images de vidéosurveillance. Les policiers ont vu le sac chez Victoria la première fois qu'ils l'ont interrogé. Mais quand ils sont revenus avec une commission rogatoire, il n'était plus là. Ils ont beau interroger la famille de Victoria, le sac à main semble s'être évanoui dans la nature. On n'a jamais réussi à remettre la main dessus. Il avait disparu. Personne ne savait ce qu'il était devenu. Les enquêteurs se lancent ensuite à la recherche du fusil à pompe. Ils parviennent à localiser l'arme du crime avec la coopération de Raymond. Il nous a conduits sur place et nous a montré où il l'avait jetée. On a fait venir des plongeurs qui ont repêché l'arme exactement à l'endroit qu'il avait indiqué. Acculé, Raymond Jackson passe un marché avec le bureau du procureur. Cet accord permettait à Raymond d'échapper à la peine capitale en témoignant contre Victoria au procès. Si Raymond écope d'une peine moins lourde, Victoria risque de tomber avec lui. Mais la jeune fille est prête à en prendre le risque pour lui sauver la vie. C'était ma première pensée au réveil et la dernière avant de sombrer dans le sommeil. Je m'inquiétais pour lui. Dans l'ensemble, je ne savais pas quoi faire. Ou plutôt, je ne savais pas quoi faire de moi-même, parce qu'il n'y avait que lui qui comptait. Victoria ne pensait pas à ce qui pouvait lui arriver, parce que dans sa tête, leur amour resterait toujours aussi fort, même derrière les barreaux. Elle voulait juste être là pour l'aider. Que va dire Raymond à la barre? Va-t-il endosser la responsabilité du meurtre ou se défausser sur celle qui le soutient envers et contre tout? Puisqu'il disait l'aimer, j'aurais voulu qu'il la protège. Novembre 2006. Victoria Harris, désormais âgée de 20 ans, risque la réclusion à perpétuité pour sa participation au braquage qui a coûté la vie à Patricia Garcia. Victoria était complice. Elle conduisait la voiture, elle savait qu'il avait tiré sur l'employé et elle l'a aidé à se débarrasser de l'arme du crime. On est arrivé au tribunal avec des sentiments mitigés. Parce que c'était un crime affreux et que je savais que ma sœur avait joué un rôle là-dedans. Victoria était une fille bien, vraiment. Tout s'est arrêté quand elle a rencontré Raymond. La jeune femme prend brutalement conscience de ce qu'est devenue sa vie. Au procès, je me répétais en boucle, « C'est pas possible, c'est pas moi ». L'accusation commence par appeler à la barre son principal témoin, Raymond Jackson. Victoria ne lui en a pas voulu d'avoir témoigné contre elle. Elle savait qu'il y était obligé. Mais pour la famille de Victoria, c'est lui qui a entraîné la jeune fille sur la mauvaise pente. Je ne savais pas à quoi m'attendre de sa part. Après tout, tout était de sa faute. Il n'avait qu'à dire « J'ai agi seule, elle n'a rien fait ». Et ce serait fini. Raymond Jackson dit au juré que Victoria a participé à chaque étape du braquage. Raymond a témoigné contre Victoria. À la barre, il a déclaré qu'elle avait activement participé en tant que chauffeur et qu'elle l'avait aidé à se débarrasser de l'arme du crime.
En gros, elle était impliquée à 100% du début à la fin. J'étais vraiment furieuse. Je me disais, c'est quand même toi qui as pressé la détente. C'est toi qui as tué cette femme. Puisqu'il disait l'aimer, j'aurais voulu qu'il la protège. Sans nier son rôle dans le braquage, les avocats de Victoria assurent qu'elle n'est pas coupable de meurtre. La défense soutenait qu'elle n'avait pas l'intention de tuer qui que ce soit et mettait tout sur le dos de Raymond. J'avais envie de crier « Elle n'est pas comme ça ». Après 2 jours de procès, les jurés se retirent pour délibérer et parviennent à un verdict moins de 3 heures plus tard. Victoria Harris est reconnue coupable de meurtre aggravé. Quand le juge a annoncé la sentence, ils ont dit que c'est ce que j'étais, mais c'est pas vrai. C'est pas ce que je suis. Victoria Harris et Raymond Jackson ont tous les deux été condamnés à la réclusion à perpétuité pour le meurtre de Patricia Garcia. Ils ne pourront pas demander de libération conditionnelle avant 2045. Victoria a sa part de responsabilité, punissez-la, mais ne lui prenez pas sa vie. Elle avait 17 ans au moment des faits, et maintenant, elle va passer sa vie en prison. Richie, le jeune cousin de Victoria, a été relaxé par la justice. Le ministère public a jugé qu'il était trop immature pour agir en connaissance de cause et qu'il s'était laissé entraîner par ses 2 aînés. Au bout du compte, tout le monde est d'accord pour dire que la véritable tragédie est la mort absurde de Patricia Garcia. Je le dis de tout mon cœur, je regrette profondément. Tu sais que tu y penseras tous les jours, jusqu'à la fin de ta vie. Parce que les actes que tu as commis et les choix que tu as faits ont non seulement affecté ta victime, mais aussi sa famille, ta propre famille et tout le monde autour de toi. Et ça, tu ne peux rien y changer. Tu ne peux pas l'effacer. La seule chose qu'il te reste à faire, c'est l'accepter. Essayer d'avancer et de devenir quelqu'un de meilleur. Reconnaître tes erreurs pour les laisser derrière toi et ne pas les reproduire. Si je pouvais tout changer, je le ferais, mais c'est impossible. Tout ce que je peux changer, c'est moi. Victoria Harris regrettera ses erreurs toute sa vie. Elle ne peut qu'espérer que ces vicissitudes serviront d'avertissement à d'autres adolescentes. D'autres jeunes femmes peuvent s'inspirer de l'histoire de Victoria Harris pour apprendre à faire la différence entre une relation saine et une relation toxique. On sait qu'on est sans doute dépendant de quelqu'un quand on a tendance à exister à travers lui et à vouloir à tout prix le sauver. C'est aussi une question d'estime de soi. Il faut apprendre à se connaître et à s'aimer suffisamment pour ne pas aller chercher l'amour dans une relation toxique. Enfin, il faut être capable d'identifier les signes avant-coureurs et savoir à quoi ressemble une relation saine, fondée sur le soutien, le respect mutuel et la liberté de chacun. On ne doit pas être dépendant de l'autre sur le plan affectif. Je pense qu'il est important de commencer par chercher de la confiance et de l'amour en soi-même. C'est nous qui indiquons aux autres comment nous voulons être traités. Et si Victoria avait eu plus confiance en elle, si elle avait été davantage consciente de sa propre valeur, elle aurait pu fixer des limites à Raymond en lui disant « Attention, ce genre de comportement ne passe pas. » Quand j'y repense, je me dis qu'avec Ray, j'ai fini par devenir la personne que je fréquentais. On ne se rend pas compte que les choix qu'on fait finissent toujours par affecter les gens qui vous entourent. Aucun homme sur cette terre ne vaut la peine de perdre la liberté et la vie. Aucun homme ne vaut la peine de se retrouver ici, loin de sa famille, loin de la femme que vous auriez pu et que vous auriez dû devenir. Les filles,
S'il y a quelque chose qui ne vous semble pas normal, sachez dire stop. Si vous êtes avec quelqu'un qui ne vous traite pas bien, peu importe comment, dites stop. Par amour, on peut faire des choses qu'on ne ferait pas autrement. C'est ce qui est arrivé à Victoria. L'influence de Ray sur ma vie se fait encore sentir aujourd'hui. Ce n'est pas à ce genre d'éternité que je pensais, mais c'est celle que j'ai eue. La solitude nous rend parfois vulnérables. On se raccroche au moindre signe d'amour et de compréhension, jusqu'à faire preuve d'une loyauté aveugle. C'est un sentiment qui peut être exaltant et grisant, jusqu'à ce que ce dévouement nous détourne du droit chemin. Demain. Il interroge, il analyse, il vérifie. Elle décrypte, elle questionne, elle examine. Chacun ses dossiers, chacun sa méthode. Christophe Ondelat, Frédéric Lantieri, deux experts au service de l'investigation. Faites entrer l'accusé, demain à 21 h sur Planète Plus Crime Investigation.